Bonsoir à tous. Bienvenue à cette première de ce cycle de conférences Littérature et psychanalyse, organisé par Michel Vanni du groupe Baudot Philosophie et par moi-même, Marco Tonanti de la SREP NLS, l'association acadienne d'ici. Je vais faire une brève introduction, ensuite je céderai la parole à Michel, et ensuite je terminerai, et puis ensuite on aura un moment pour une discussion, questions. Voilà. Donc tout d'abord, pourquoi un tel séminaire? Je dirais tout d'abord pour le plaisir de faire dialoguer des disciplines issues de champs différents, mais aussi permettre, via l'analogie, la métaphore, de mieux comprendre la complexité du domaine de la psychanalyse et rendre figurable ce qui est par trop abstrait, par trop complexe. C'est donc un peu trouver des points d'appui. Freud et Lacan, on le verra pour mon intervention, utilisent aussi bien le savoir scientifique que littéraire de son époque pour faire avancer sa théorisation de la psyché humaine. Je ferai peut-être un clin d'œil à Serge Champeau, qui a récemment parlé ici même de la parabole du palais, un texte du poète argentin Borges, et il commençait en s'interrogeant sur le pourquoi Borges utilise une métaphore pour parler de l'univers, et pour lui c'est une manière de penser l'univers. C'était très court pour ceux qui ont eu l'occasion d'assister à cette conférence, de quoi il s'agit. Michel Vanni a accepté avec enthousiasme d'être mon comparse, et cette collaboration était pour moi un réel plaisir. Pas mal de discussions. Les mauvais coups. C'est très bien. Bravo. Donc dans ce séminaire, c'est un séminaire, là c'est la première séance, nous discuterons notamment de certaines similitudes qui me semblent frappantes entre théorie clinique psychanalytique et les œuvres littéraires. Je fais une brève présentation des prochaines conférences. Donc je pense que vous avez dû recevoir le PDF, le document. Je viens de recevoir un mail il y a 1 heure, un ajout d'une 4e séance. Il y en aura peut-être même une 5e, c'est encore à voir. Donc le jeudi 17 mars, au théâtre Kléber-Mello, aura lieu à 19h la pièce de Pirandello, La vie que je t'ai donnée. Et ensuite, il y aura une discussion entre le metteur en scène et le directeur du théâtre de Carouge, Jean Yermier, et le professeur de pédopsychiatrie et psychanalyste François Ansermet, qui est membre de notre association, la SREP. Il y aura une discussion avec lui et probablement aussi ses comédiens. Le jeudi 17 mars, 19h, et voilà. On est en attente, on s'est un petit peu organisé pour qu'il y ait des places qui puissent être réservées, un certain nombre de places d'ici vendredi prochain. J'espère que ça joue, mais dépêchez-vous si vous êtes intéressé. La séance qui suivra, qui est dans le programme que vous avez reçu, aura lieu le jeudi 14 avril avec le professeur Alain Gros-Richard, qui est professeur émérite à l'Université de Genève, professeur de littérature, et qui discutera du concert baroque de l'auteur cubain Alejo Carpentier. Ensuite, il y aura le jeudi 26 mai, donc, celle du 14 avril et le 26 mai auront lieu ici, celle du 17 mars au théâtre Kléber-Mello. Donc le jeudi 26 avril, nous aurons le plaisir d'entendre le professeur Claude Bourqui, qui est professeur de littérature et spécialiste de Molière à l'Université de Fribourg. J'avais eu l'occasion de faire une présentation, c'était en 2014, autour du misanthrope de Molière. C'était à Fribourg. Et donc il discutera avec les co-directeurs du Théâtre des Os à Givisiez, dans le canton de Fribourg, Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, autour de l'illusion comique de Corneille. Petite annonce, le Théâtre des Os, donc Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, vont présenter hors des murs, hors du Théâtre des Os, l'illusion comique. C'est une magnifique mise en scène. En tout cas, j'avais eu l'occasion, c'est ce qui m'avait donné envie de discuter de ce texte avec eux. C'était en 2014, je crois, il y a quelques années. Et ça aura lieu, je vous laisse vérifier sur le site, mais sauf erreur, j'avais quelques coupures tout à l'heure Internet, mais les 21 et 22 avril au Théâtre du Jorat, du 26 au 29 ce sera Strasbourg, si vous voulez voyager un peu,
Et le 3 mai, ça sera au théâtre du Crochetan à Montaigne, donc l'illusion comique. Ça vaut la peine, en tout cas, je vous demande la publicité. Un dernier mot avant de céder la parole à Michel. Dans la salle qui est en face, il y a une pièce de théâtre et on nous a demandé d'éviter, donc après on pourra boire un apéro, enfin il y a le bar est ouvert après la conférence, mais d'éviter de causer dans le couloir, ça gênerait voilà, la représentation. Voilà. Alors, je te cède la parole. Merci. Merci Marc-Antoine. Alors j'aimerais commencer par remercier Marc-Antoine de m'avoir embarqué dans cette aventure. C'est parti sur un balcon où on fumait ensemble, c'était l'époque où je fumais. Évidemment, quand on me propose quelque chose d'enthousiasmant, comme c'était le cas pour Marc-Antoine, c'est parti, comme en 14. Ça m'a donné notamment l'occasion de lire un texte incroyable que j'avais jamais lu, qui est la Poétique d'Aristote, qui pour un philosophe est quand même pas mal, une fois dans sa vie, je peux dire la Poétique d'Aristote. Et également le Petit Organon pour le théâtre de Brecht, aussi un texte incroyable dans son genre. Donc c'est autour de cette confrontation-là, et de cette lecture de ces textes-là sur le théâtre, et sur ce qu'implique la question en gros de la distanciation et distanciation, identification, catharsis. En gros, sur cette triade-là, et le rapport qu'il peut y avoir entre cette théorisation-là pour le théâtre et, évidemment, pour la clinique psychanalytique. C'est jouer, c'est nouer cette discussion. Voilà, donc moi je vais d'abord vous présenter une lecture, j'espère problématisée de la poétique d'Aristote d'abord et de Brecht ensuite. Alors, dans la poétique, Aristote s'intéresse essentiellement à l'agencement des actions dans le cadre de la tragédie. Or, cet agencement, pour lui, doit répondre à un principe, il dit, de vraisemblance et de nécessité. C'est-à-dire que les actions qui sont présentées sur scène doivent s'enchaîner de telle manière à ce qu'elles apparaissent comme évidentes dans leurs effets, et donc que l'on puisse, en tant que spectateur, anticiper les événements et s'y attendre. On doit s'attendre à ce qui vient. Je cite dans le dossier, c'est le premier de mes petits extraits, « Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a réellement eu lieu, mais ce à quoi on peut s'attendre, ce qui peut se produire conformément à la vraisemblance ou à la nécessité. » Fin de citation. C'est d'ailleurs entre parenthèses, évidemment important pour nous autres philosophes, c'est d'ailleurs en parenthèse, grâce à cet effet de nécessité, donc de généralité créé par la forme, qu'Aristote peut déclarer contre Platon, son maître, que l'art poétique a quelque chose de philosophique, et qu'il a donc une certaine valeur pour la connaissance. On a donc là un premier étage, ou une première couche, à savoir quelque chose comme un effet de nécessité narrative, provoqué par l'agencement de l'histoire, sa forme. Or, cette nécessité ou cette vraisemblance dans l'enchaînement des actions doit pourtant aboutir à des renversements surprenants. Et on comprend que cette surprise ou ces renversements surprenants seront d'autant plus forts que le développement qui précède aura pourtant paru évident jusque-là. Aristote insiste beaucoup sur ces retournements, ces effets de surprise. Et c'est autour de ces moments pivots de l'action que vont se nouer les sentiments de pitié et de crainte qui sont importants pour lui dans la tragédie. Alors j'aimerais lire en détail l'extrait suivant, donc l'extrait numéro 2, dans le petit dossier. Je cite, « Puisque l'imitation a pour objet non seulement une action menée jusqu'à sa fin, mais aussi des événements qui suscitent crainte et pitié, puisque ces sentiments naissent surtout lorsque ces événements, tout en découlant les uns des autres, ont lieu contre notre attente, l'étonnement sera ainsi plus fort que s'ils avaient eu lieu spontanément ou par hasard, parce que parmi les coups du hasard paraissent les plus étonnants ceux qui semblent s'être produits comme à dessein. Tel le cas, par exemple, de la statue de Mythis à Argos, qui tua l'homme coupable de la mort de Mythis en tombant sur lui, au moment où il regardait un spectacle. De tels événements ne semblent pas avoir lieu par hasard. Il s'ensuit que les histoires de ce genre sont nécessairement les plus belles. » Fin de citation. Alors, on a donc là quelque chose comme un deuxième étage, à savoir une deuxième nécessité, une nécessité seconde qui est inverse, et qui s'ouvre, pour ainsi dire, sous la première, qui vient surprendre les attentes du spectateur. Cette seconde nécessité est de l'ordre d'un coup du sort, et donc apparemment du hasard, et pourtant
Elle survient, je cite, comme à dessein. Comme si le cours des choses avait suivi en sous-main un autre cours, un cours qui venait à présent interrompre l'ordre apparent. Alors l'exemple de la statue me paraît, c'est le cas de dire, très frappant. Hein, quelque chose comme une ironie du sort, hein, une ironie du sort qui nous conduit à envisager quelque chose comme une intention cachée, dotée d'une signification qui serait censée nous faire réfléchir sur la faiblesse des moyens, hein, la faiblesse de la prudence humaine, tout ce que l'action pourrait développer comme sagesse. On pourrait penser chez les Grecs que cette seconde nécessité et l'intention cachée qui y préside résulteraient avant tout du pouvoir des dieux et de leurs décisions arbitraires, qui seraient longtemps cachées aux mortels, qui d'un coup surviendraient. Et ça ne semble pas être le cas tellement pour Aristote, qui évoque, en tout cas dans ma lecture, très peu les dieux et leurs caprices dans la poétique. Il dit plutôt que le retournement tragique doit être le résultat lointain d'une erreur du personnage. Erreur qui a produit des effets souterrains jusque dans le présent de l'action. Alors je cite, c'est mon extrait numéro 3. Il a énuméré plusieurs cas de figure. Hein, le bon cas de figure pour une bonne tragédie reste par conséquent le cas d'un homme qui, sans être incomparablement vertueux et juste, se retrouve dans le malheur, non à cause de ses vices ou de sa méchanceté, mais à cause de quelque erreur. L'un de ces hommes qui jouissent d'une grande réputation et d'un grand bonheur, comme Oedipe, Thyeste, et les membres illustres des familles de ce genre. Donc il y a toute la question de savoir s'il était vraiment méchant ou trop juste, il susciterait ni pitié ni crainte. Cette question. Alors de quel type d'erreur peut-il s'agir? Si on prend Oedipe par exemple, son erreur vient d'avoir mal interprété la prophétie à son sujet et d'avoir par là précisément provoqué son malheur en croyant le fuir. En l'occurrence en fuyant Corinthe parce qu'il pensait que ses parents adoptifs étaient ses vrais parents. Et on retrouve donc ici quelque chose de cette ironie du sort qui fait que la conséquence d'un acte se trouve être précisément le contraire du résultat espéré, avec le retournement qui va. Et la crainte et la pitié qui sont produites par la tragédie vont se concentrer pour Aristote sur ce type d'événements. Ce type d'événements dans lesquels se retourne par surprise et ironiquement ce qui résultait pourtant d'un enchaînement vraisemblable d'actions. C'est là que se produit cette fameuse catharsis, qu'Aristote évoque à peine en fait, et de façon très lapidaire dans la poétique. Moi je ne le cite pas, mais vous l'aurez ensuite commenté par Marc-Antoine, de ces extraits de la poétique, c'est la page 4 du livre. Et il semble ici que ce terme de catharsis ou purgation qui est emprunté au vocabulaire médical soit en fait métaphorique chez Aristote et qui vise avant tout non pas quelque chose qui serait corporel ou médical, mais un effet esthétique. Effet esthétique qui porte sur la manière dont la structure même de la tragédie est pure, la purification aurait trait à la forme, épure les passions en les soumettant à une forme précise. Le spectateur d'une tragédie serait en somme poussé par l'intrigue même, par le double jeu de nécessité et d'attente qu'elle met en place, que je disais avant, serait poussé à ressentir des émotions fortes, émotions qui trouveraient leur paroxysme lors du retournement surprenant d'un seul coup, mais qui se verraient en quelque sorte évacuées, ou du moins amoindries, par la forme même de l'action. C'est-à-dire par le fait qu'elles n'ont pas été simplement ressenties au hasard des événements, mais produites selon un schéma précis, dont on admirera alors la beauté, l'ingéniosité. C'est un sentiment esthétique, de beauté devant la forme de la tragédie. À ce moment-là, on peut bien parler de mise à distance. Le spectacle d'une tragédie me met à distance de mes propres affects, en me les présentant sur scène comme l'effet d'une double nécessité. Qui plus est, cette représentation m'atteint par la surprise qu'elle ménage avec habileté. En résumé, je me vois contraint par l'intrigue à suivre un certain renforcement, à subir un certain renforcement émotif. Renforcement qui, tout à la fois, se concentre et s'évacue au moment même du retournement surprenant. Puisqu'il est vaincu à ce moment-là, vaincu par quoi? Par la beauté formelle qui se révèle. La forme tragique nous donnerait donc à la fois d'un côté le poison et de l'autre son remède. Elle accentue d'un côté ce qu'il s'agit de libérer de l'autre. Et cet effet est produit par l'agencement de la forme tragique et par la nécessité dans laquelle elle nous enchaîne. C'est ce que dit d'ailleurs Aristote dans un autre de ses textes, le Politique, l'autre texte où il parle de catharsis. Et dans le Politique, il parle à propos de certains chants poétiques qui, tout à la fois, je cite, mettent l'âme hors d'elle-même, puis
produisent cette fameuse catharsis pour l'apaisement. Je cite, c'est mon extrait suivant. Les émotions que ressentent avec force certaines âmes se retrouvent en toutes ces mélodies avec plus ou moins d'intensité. Ainsi, la pitié et la crainte, ou encore l'enthousiasme. Car certains individus ont une réceptivité particulière pour cette sorte d'émotion. Et nous voyons ces gens-là, sous l'effet des chants sacrés, après avoir eu recours à ces chants qui mettent l'âme hors d'elle-même, recouvrer leur calme, comme sous l'action d'une cure médicale ou d'une purgation. Alors, à partir de cette première analyse d'Aristote, on peut, dans un premier temps, j'aimerais en tout cas essayer de proposer une certaine analogie avec la cure psychanalytique. On aurait tout d'abord un certain dispositif de contrainte ou de forçage, on peut l'appeler dispositif divan-fauteuil, qui conduirait le patient par la vraisemblance de ses propres associations, c'est-à-dire par la vraisemblance des différents récits qu'il tient sur lui-même, jusqu'à un point de retournement brusque, qui pourrait être le transfert, retournement dans lequel se ferait jour pour le patient une autre nécessité, ignorée jusqu'ici, et qui le frapperait par sa convergence avec la première ligne narrative consciente. Cette nécessité inconsciente correspondrait, il me semble, à ce que Freud nomme déterminisme psychique, et qui joue assez bien le rôle d'une loi implacable à laquelle le conscient doit se soumettre, comme dans la tragédie. Enfin, à la distanciation du spectateur vis-à-vis de l'action et des affects représentés, correspondrait la mise à distance des contenus réactivés dans le transfert, à travers notamment leur application sur la personne de l'analyste transfert. Dans le cadre du transfert, je ne revis pas simplement un conflit psychique refoulé, je le réactive avec tout le décalage ou le bouger provoqué et par la distance temporelle et par l'étrangeté du dispositif actuel qui lui sert de réceptacle, thérapeute en l'occurrence. Alors, je ne suis pas un expert de la clinique psychanalytique comme Marc-Antoine, qui nous en parlera bien mieux ensuite, et on peut sans doute rediscuter ensuite de mon application, de l'application que je fais d'Aristote à la cure, en analogie. Par contre, ce qui m'intéresse, moi, de manière plus large, c'est de dégager quelque chose comme un, disons, dispositif général de provocation du changement, ou un schéma de transformation, dont la psychanalyse et la littérature ne seraient que des applications particulières, ou des sous-continents, avec leurs conditions et leurs outils chaque fois spécifiques. Or, ce qui me frappe dans la manière qu'a Aristote d'envisager l'effet produit par la tragédie, c'est l'importance de la contrainte, de la nécessité que subit le spectateur pour l'amener au retournement soudain de ses affects et de sa compréhension du monde. Peu de place ici pour un libre arbitre et pour un quelconque respect de cet autre qu'on désire bouleverser, qu'on désire faire changer. On voit au contraire plutôt de la contrainte, j'ai dit, voire quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Alors je pose la question, est-ce l'application d'une contrainte qui peut seule nous rendre libres? Est-ce la prise de conscience du destin qui peut seule nous libérer ou nous purger de nos affects tristes? En ce sens, on retrouverait peut-être chez Aristote quelque chose de ce fatalisme freudien qui n'entend pas prétendre libérer totalement le patient, ni le rendre heureux, mais, selon la formule classique, à lui faire seulement accepter un malheur banal, à la place d'une grande souffrance hystérique. Occasion d'en discuter. Avec Brecht, maintenant, dans le petit organon pour le théâtre, on a affaire à un tout autre modèle pour penser cette libération, cette purge. Ici, il me semble que la part de liberté doit être au contraire maximale. Et le théâtre doit pouvoir, pour Brecht, s'inscrire dans une lutte d'émancipation des populations dominées face aux dominants. Soit un théâtre véritablement populaire et révolutionnaire contre un théâtre bourgeois. Et le théâtre bourgeois, et il relie Aristote d'ailleurs au début de la Verlaine, le théâtre bourgeois enferme précisément le spectateur dans des destins et des fatalités qu'il ne peut pas vaincre. Et en outre, cette identification s'opère au détriment de notre corps réel dans la salle, en le projetant vers des réalités scéniques illusoires, aliénées, qui lui font croire à cette fausse fatalité et qu'il ne peut remettre en question. Donc je cite, en collage de 3 extraits du début d'Organon, un rideau pend devant ceci ou cela, levons-le, désir de vérité. Le théâtre, tel que nous le trouvons, ne montre pas la structure de la société, reproduite sur la scène, comme influençable par la société dans la salle.
Oedipe, qui a péché contre quelques principes lesquels étayaient la société de l'époque, est exécuté. Les dieux s'en chargent, ils ne sont pas critiquables, c'est ce mot critiquable. Les grandes individualités de Shakespeare, qui portent en leur sein les étoiles de leur destin, accomplissent sans que rien puisse les arrêter, leurs vaines et mortelles courses d'amok. Elles mordent d'elles-mêmes la poussière. La vie et non la mort devient obscène dans leur chute. La catastrophe n'est pas critiquable. Des sacrifices humains, encore et toujours, des amusements barbares. Nous savons que les barbares ont un art, faisons-en un autre. Combien de temps encore nos âmes vont-elles, profitant de l'obscurité pour quitter nos corps mastocs, s'introduire dans ces âmes oniriques là-haut sur le podium, afin de participer à leurs exultations qui nous sont d'ordinaire interdites. Quelle libération est cela? Oui, libération est bien derrière la catharsis. Quelle libération est cela, puisque, à la fin de toutes ces pièces, qui n'est heureuse que pour l'esprit du temps, l'opportune providence, l'ordre moral, nous vivons l'exécution onirique qui punit les exaltations comme des débauches. Donc, on voit bien, c'est l'effet de fascination, de contrainte par la forme littéraire et par l'identification au personnage qui doit être brisé dans son principe même, pour vrai. C'est-à-dire précisément ce qu'Aristote considérait comme déterminant dans la production d'une catharsis des passions. Et comment briser ces contraintes, pour Brecht? Il s'agit avant tout de présenter les événements et les actions de telle manière qu'ils n'apparaissent jamais comme nécessaires. On voit bien que c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'auteur doit toujours au moins suggérer la simple potentialité qu'ils aient pu se dérouler différemment, dans un autre contexte, avec d'autres lignes de conséquences. En somme, tout ce qui arrive doit pouvoir se montrer comme une possibilité parmi d'autres. Et ces autres doivent toujours être co-présents dans la scène représentée. Il faut notamment, il dit, historiciser chaque représentation, c'est-à-dire toujours placer les actes des personnages dans leur contexte spécifique, qui apparaîtra à ce moment-là comme différent de celui dans lequel vit le spectateur, et donc le fera aussitôt apparaître comme une possibilité parmi d'autres. Je cite, c'est l'extrait suivant, si nos personnages sur scène sont mus par des moteurs sociaux et par des moteurs différents selon les époques, nous faisons qu'il est alors plus difficile à notre spectateur de s'identifier. Il ne peut pas tout simplement sentir « moi aussi j'agirais ainsi ». Tout au plus peut-il dire « si j'avais vécu dans telle circonstance » ou trois petits points. Et si nous jouons des pièces tirées de notre propre temps comme des pièces historiques, il se peut que les circonstances dans lesquelles il agit lui apparaissent également comme particulières. Et c'est là le commencement de la critique. Dit encore autrement, ça signifie également que la représentation doit conserver en son sein la contradiction inhérente aux différentes intrigues, sans chercher à simplifier ou à rendre unique et nécessaire telle ou telle ligne d'intrigue. Ce très beau passage, j'avoue qu'en tant que phénoménologue, j'ai joui en ce passage, excusez-moi, c'est à vous. Ce très beau passage du texte de Brecht, où il évoque les différentes esquisses inachevées qui doivent accompagner chaque action comme un nuage de potentialités différentes. Je cite, historicisant, la reproduction aura quelque chose de ces esquisses, qui gardent encore autour du personnage achevé les traces d'autres mouvements et d'autres traits. Ou que l'on songe à un homme qui tient dans une vallée, c'est intéressant, qui tient dans une vallée un discours, où il lui arrive de changer d'opinion, ou qui dit simplement des phrases qui se contredisent, de sorte que l'écho, mêlant sa voix à la sienne, procède à la confrontation des phrases. Donc on a tout en même temps, les contradictions. Et le but recherché donc par ce type de mise en scène est pour Brecht la possibilité que le spectateur puisse prendre position par rapport à ces différentes potentialités, qu'il puisse les critiquer. C'est donc à sa liberté qu'on fait appel, en ne lui imposant pas un seul destin fascinant et en ne le condamnant pas à une seule identification hypnotique. Cet effet recherché par Brecht doit faire apparaître ce qui se présente tel comme unique, indépassable et donc non critiquable, sur le fond d'autres possibilités encore inexplorées ou simplement différentes. Et donc permettre de critiquer les possibilités déjà reçues. Voire même de pouvoir s'imaginer, il y a des passages, c'est ça, voire même pouvoir s'imaginer soi-même en tant que spectateur, influencer l'action en montant, pour ainsi dire, sur la scène et reconstruire l'intrigue différemment. Cette relativisation du donné ou du familier, qui est en même temps une appropriation par le spectateur de sa propre liberté, c'est précisément ce que Brecht appelle distanciation. Cette fameuse distanciation que je ne comprenais pas avant d'avoir lu ce texte. Donc, non pas simplement une distanciation au sens de prendre de la distance vis-à-vis de la scène représentée, mais au sens où on la conçoit dans sa contingence,
comme un choix que l'on aurait pu opérer tout aussi bien d'une autre manière. Distanciation signifie donc ici, avant tout, libération du possible et appel à la liberté opérante de tous les agents, de la représentation publique y compris. Je cite, « C'est un plaisir de notre ère qui effectue de si nombreuses et multiples transformations de la nature que de saisir toute chose de telle sorte que nous puissions intervenir. Il y a beaucoup de choses dans l'homme, disons-nous. On peut faire de lui beaucoup de choses. Tel qu'il est, il n'est pas obligé de rester. On a le droit de le considérer non seulement tel qu'il est, mais encore tel qu'il pourrait être. Nous n'avons pas à le prendre comme point de départ, mais comme but. C'est dire du même coup que je ne dois pas simplement me mettre à sa place, mais que, représentant de nous tous, je dois prendre position face à lui. Voilà pourquoi ce qu'il montre, le théâtre doit le distancier. Est-ce que je suis obligé de faire ça parce que quelqu'un a un mouchoir de champagne? Qu'est-ce que tu cherches? Un mouchoir. Oh, c'est gentil, merci. C'est bien comme tu veux. C'est un effet de distanciation. Voilà. Je déteste les conférenciers qui ont la fenêtre. Voilà. Merci, Christophe. Voilà, donc ce que je trouve frappant, moi, dans cette représentation, cette vision du théâtre chez Brecht, donc, et de son effet sur le spectateur, c'est l'absence quasi complète de surprise dans la construction de l'intrigue. On comprend, il me semble qu'une telle surprise ne peut aller qu'avec un aménagement de cette surprise. Et donc avec une construction qui, d'une manière ou d'une autre, conduit, voire force celui qui s'y trouve pris. Il est mené par là où consciemment, il ne souhaitait pas être mené, jusqu'à ce qu'un retournement s'opère qui doit littéralement le frapper. Alors que chez Brecht, à aucun moment, la liberté du spectateur ne devrait être prise en défaut et empêcher sa prise de position en face de ce qu'il voit. C'est la forme même du spectacle qui ne doit jamais s'imposer comme unique et parfaite, mais qui doit au contraire montrer ses contradictions à chacun des nœuds de l'intrigue. Et la citation suivante est assez frappante à ce niveau-là, je cite, « Afin que le public ne soit pas invité à se jeter dans la fable, comme dans un fleuve, pour se laisser porter indifféremment ici ou là, il faut que les divers événements soient noués de telle manière que les nœuds attirent l'attention. Les événements ne doivent pas se suivre imperceptiblement. Il faut au contraire que l'on puisse interposer son jugement. » Et donc, une telle absence de surprise va avec le refus d'une identification stricte, individuelle en tout cas. Un refus de l'identification qui se retrouve jusque dans le jeu de l'acteur, pas entière sur le jeu de l'acteur. Et donc, il n'est pas question non plus de catharsis, en somme, puisque aucune accumulation d'émotions ne trouve à se décharger d'un seul coup, au gré d'une action conduite progressivement et qui surprenne le libre jugement du spectateur. Brecht parle bien d'une jouissance propre à ce nouveau théâtre, mais cette jouissance ne vient pas purger le public de ses passions. Elle est plutôt un plaisir pris à contempler les différentes activités humaines au gré d'identifications multiples, diffractées. Notamment dans l'extrait suivant, je cite, « Le théâtre fait ces reproductions praticables de la société qui sont en mesure d'influer sur elle, entièrement comme un jeu. Au constructeur de la société, il expose des expériences vécues par la société, celles du passé comme celles du présent, et cela de manière à faire une jouissance des sensations, aperçus et impulsions que les plus passionnés, les plus sages et actifs d'entre nous tirent des événements du jour et du siècle. Que les divertissent la sagesse qui naît de la solution des problèmes, la colère en laquelle la compassion pour les opprimés peut utilement se métamorphoser, le respect pour le respect de ce qui est humain, c'est-à-dire ce qui est amical à l'homme. Bref, tout ce dont se délectent ceux qui produisent. On peut dire en résumé que le théâtre brechtien vise bien un objectif thérapeutique sur son public, à savoir une libération de ses possibilités d'action, et donc une forme de réappropriation de soi. Et il me semble qu'il y va d'une vision commune à toute forme de cure, pour aller rapidement, hein, et on pourrait trouver sans peine des passages de Freud où il parle explicitement de cette reprise en charge de nos possibilités d'action. Réappropriation. En ce sens, la liberté du patient, ou sa déprise vis-à-vis des répétitions aliénantes qui restreignent son existence, constitue bien l'objectif commun à un théâtre d'émancipation, comme celui de Brecht, et à toute forme de psychothérapie. Par contre, ce qui me semble déterminant chez Brecht, c'est que cette liberté est en somme déjà présupposée chez le spectateur. Si je m'adresse à sa capacité à prendre position à chaque nœud de l'intrigue, à prendre une distance critique face
face aux différents choix, c'est que cette capacité critique existe déjà chez lui. Je peux lui proposer sur la scène des possibles, des contradictions, et il n'aura qu'à, en somme, recomposer lui-même ses possibles et juger en quoi il peut intervenir dans le cours de l'histoire. C'est cette présupposition qui me paraît problématique, pour le dire clairement. Elle correspond, me semble-t-il, c'est toujours cette prétention de celui qui vient après, ok, voilà. Elle correspond chez lui, à mon sens, à toute une tradition liée, pour faire simple, au projet moderne et cartésien. Un projet qui pose un sujet maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire également maître de cette nature qui gît en lui-même, ou des obscurités qui grèvent sa vie psychique et personnelle. Chez Brecht, ce projet moderne s'articule autour de ses convictions marxistes et des déclarations qu'il fait jusque dans ses textes sur le théâtre, ces déclarations en faveur d'une nouvelle ère scientifique pour l'humanité. C'est problématique, selon moi, parce que si la libération du patient ou du spectateur doit bien être une visée commune, il me paraît néanmoins difficile de la poser comme un point de départ. On a quelque chose de l'ordre d'un cercle vicieux. C'est précisément mon aliénation politique ou personnelle qui m'empêche a priori de profiter d'une simple mise à disposition de ma liberté. Et la résistance qu'affronte l'artiste, comme le thérapeute, ne vient pas tant de blocages qui demeureraient extérieurs au sujet, et face auxquels il suffirait de mettre en œuvre sa capacité de discernement, mais plutôt d'une capacité elle-même d'ores et déjà aliénée de jugement ou d'appropriation. C'est précisément cette capacité qu'il s'agit de rétablir, sans pouvoir la présupposer au départ. Et il me semble qu'au théâtre, on s'adresse ainsi trop souvent, à un public qui est déjà prêt à recevoir ce qu'on lui donne. Et il est difficile de former son public pour quelque chose de nouveau. Je signale au passage qu'on trouve chez Freud les traces d'un cercle de ce type. Je suis tombé dans les études sur l'hystérie, de nouveau un livre que j'ai lu grâce à Marc-Antoine, au chapitre des difficultés impliquées par la nouvelle méthode cathartique, comme il l'appelle, et notamment au chapitre des efforts exigés tant par le thérapeute que par le patient, il prononce cette phrase étonnante, je cite, je ne l'ai pas mis dans le cahier, ça doit être un acte manqué. Je cite, « Le procédé exige des sujets un certain degré d'intelligence au-dessous duquel il reste tout à fait inutilisable. » Fin de citation. Vous voyez le massif. Hein. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour profiter de l'analyse, il faut déjà disposer d'un certain niveau de compétence, un niveau permettant de rentrer dans le jeu des associations, dans l'attention au langage, dans l'ouverture à l'enquête patiente sur soi. Mais alors, qui traitera les imbéciles, les stupides? Qui s'adressera précisément à ceux qui, en eux, résistent à l'ouverture? Il me semble que c'est une question qu'on a tous. Moi, par exemple, à longueur de journée, en tant qu'enseignant au gymnase. C'est exactement la question. On ne s'adresse pas à des gens qui sont super contents d'avoir de la littérature. Non. Et précisément toute forme de mépris, oui, l'enjeu de ça. Donc, qui traitera les imbéciles et stupides? Qui s'adressera précisément à ce qui en eux résiste à l'ouverture? Et l'enjeu de cette question est pour moi évidemment, par-delà le rapport, disons, artistique au public ou le rapport thérapeutique au patient, l'enjeu est politique. Pour conclure, je dirais donc, pour synthétiser, qu'on a affaire ici à deux modèles très différents pour penser ce qu'on peut appeler l'influence. Bon, ça c'est mon côté dominateur, mais bon, l'influence, ou la manière d'opérer un changement sur un patient ou sur un public. D'un côté, avec Aristote, et Freud en grande partie, je crois, on a une prise en compte maximale des lourdeurs corporelles et affectives, disons ça comme ça, qui marquent la personnalité humaine. À ce moment-là, il s'agit pour le thérapeute ou pour l'artiste de forcer les résistances du sujet, sans pouvoir compter a priori sur sa libre disponibilité pour ce travail. Et ce forçage va nécessairement s'opérer à revers des positions conscientes du sujet. Il doit donc prendre ses positions par surprise. C'est la redoute. Guérépé, excusez-moi. Et entraînant donc ces positions dans des chemins que le sujet n'était pas disposé à prendre. Et il y a donc ici quelque chose de contraignant, voire de violent, qui contraste d'un autre côté, avec la vision, à mon sens, trop idéaliste, ce qui est un peu paradoxal, mais pas tant, trop idéaliste de Brecht, minimisant toute captation identificatoire et tout effet de surprise, pour s'adresser à un public mature et libre de ses choix. Voilà, je vous remercie. Alors,
La présentation pourrait s'intituler « Catharsis ou distanciation ?» point d'interrogation. Je l'ai organisé comme suit. Je pars d'un chapitre tiré d'un séminaire de Jacques Lacan intitulé « L'éthique de la psychanalyse » et je vais organiser la suite ainsi. Au chapitre 22 du séminaire 7, L'éthique de la psychanalyse, Jacques Lacan questionne la finalité de l'analyse en ces termes. Je le cite. Vous avez toutes les citations. J'ai un peu résumé, vous verrez cette partie du chapitre. Premièrement, la fin de l'analyse est-elle ce que l'on nous demande? Ce que l'on nous demande, il faut l'appeler d'un mot simple, c'est le bonheur. Fin de la première citation. Donc, Lacan va parler d'Aristote et mentionner que chez Aristote, je le cite, il y a une discipline du bonheur, une vertu qui est loin d'être seulement un juste milieu, un procès lié au principe de l'évitement de tout excès, mais qui doit permettre à l'homme de choisir ce qui raisonnablement peut le faire se réaliser dans son bien propre. Fin de citation. Ensuite, Lacan va mentionner qu'il ne s'agit pas du tout de ça en psychanalyse. Il mentionne qu'il peut y avoir une sublimation du désir, c'est-à-dire, il utilise ce terme, une satisfaction de la tendance sans refoulement et via un déplacement de l'objet du désir. Toutefois, au final, l'analyse permet simplement à l'analysant d'être averti dans son désir. Dans ce passage, Lacan mentionne 3 choses. La psychanalyse ne permet pas un accès au bonheur. Le dit bonheur chez Aristote fait appel au juste milieu et à l'aptitude de l'homme à faire des choix raisonnables. Pas du tout dans ce cas de figure-là. Et encore moins, je dirais, en pédopsychiatrie, d'où je suis de formation pédopsychiatrique, que les enfants, c'est très pulsionnel. Lacan sous-entend que l'homme ne cherche pas son bien, qu'il n'est pas un être raisonnable, mais un être pulsionnel qui tente de retrouver sans cesse un objet perdu à tout jamais. Ainsi, la psychanalyse permettrait au sujet d'être conscient de son désir, de sa recherche de l'objet perdu. Pour illustrer cette question de l'objet perdu, je parle de manière générale, c'est toujours délicat de parler de passion, de confidentialité. Je pense à plusieurs de mes petits patients qui sont pris dans un fantasme d'omnipotence, de toute puissance, qui se répète et qui rend difficile la vie familiale et scolaire. Enfin, en 2 mots, ils sont un peu insupportables. Et ils en souffrent. Et certains même demandent à venir voir le psy. Dans le travail d'investigation, on va pouvoir mettre en évidence parfois des expériences de jouissance, de toute puissance. Par exemple, un enfant qui arrive qui finalement saute une classe et qui a le désir d'être plus fort que les autres, ça va encore plus l'agiter, donc son fantasme trouve une réalisation dans la réalité et devient insupportable. Et le fait de situer ce problème, de le nommer et de montrer l'écart qu'il y a entre le fantasme de l'enfant et la réalité, ça permet de faire quand même un peu chuter le symptôme et puis de border cette fonctionnalité de l'enfant. Voilà, juste pour cet exemple. Dans mon intervention, je vais discuter de cette opposition entre discipline du bonheur et désir averti, en m'appuyant sur l'évolution de la pensée de Freud, ainsi que sur la théorisation du théâtre. Cette opposition dialectique s'observe à plusieurs niveaux. Déjà chez Freud et dans les théorisations théâtrales, donc la poétique d'Aristote et le petit organon, texte qui nous intéresse. Avant de commencer plus avant, de poursuivre, soulignons que Lacan fait mention de la poétique d'Aristote tout au long de son séminaire 7 et que Freud fait usage du terme de catharsis dans le premier chapitre des études sur l'hystérie. Je vais aussi quand même vous citer ce fameux passage faux quand même sur la catharsis dans la poétique d'Aristote. Donc ça vous l'avez quelque part. Donc la tragédie est l'imitation d'une action de caractère élevé et complète, d'une certaine étendue, dans un langage relevé d'assaisonnement d'une espèce particulière, suivant les diverses parties. Imitation qui est faite par des personnages en action et non au moyen d'un récit, et qui, suscitant pitié et crainte, opère la purgation, donc la catharsis, propre à pareilles émotions.
Fin de citation. Je vais enchaîner avec Freud. Donc, je vais parler un peu des études sur l'hystérie. Ensuite, donc, qui a été écrit en 1895. Ensuite, je vais parler d'un texte qui a été écrit en 1920, qui est au-delà du principe de plaisir, mais de manière très résumée. J'arrive aux conclusions, parce qu'on n'aurait pas assez de temps. Et je vais parler aussi du malaise dans la culture, un texte qu'il a écrit en 1930. Commençons avec les études sur l'hystérie. À partir du traitement de patients hystériques, Freud élabore, avec Joseph Breuer, qui s'est ensuite séparé de Freud, divergence concernant la causalité sexuelle des névroses, une première conceptualisation, Freud élabore une première conceptualisation de sa thérapeutique. La reviviscence de l'événement traumatique lors de la talking cure, c'est un terme qui est utilisé par Anna Hu, qui est une patiente de Breuer, qui est d'ailleurs c'est décrit dans les études sur l'hystérie. Donc cette reviviscence de l'événement traumatique amène une levée du symptôme. Je vais vous parler d'une très brève histoire qui se trouve dans une histoire de malade, comme Freud l'indique, comme le nomme. Ça concerne Katharina. C'est une jeune fille d'environ 18 ans que Freud rencontre lors d'une excursion à la montagne. Elle souffre d'accès d'angoisse, de difficultés respiratoires, avec quelquefois des sensations d'étouffement. Elle peut imaginer que quelqu'un est derrière elle et va la saisir subitement, ou bien elle peut présenter l'hallucination d'une tête effrayante. Donc Freud, sur le banc de cette auberge, charmante auberge dans les Alpes viennoises, enfin bref, autrichiennes, pardon, et plutôt autrichienne, ça fait longtemps que je suis plus retourné à Vienne, et il discute comme ça à bâton rompu avec elle, et puis il met en évidence deux événements traumatiques à caractère sexuel. Donc, on apprend que la jeune fille a été séduite quelques années auparavant par son propre père, et puis plus tard, elle découvre son père couché nu dans un lit avec sa cousine. C'est à partir de là, paf, que se développe sa symptomatologie d'angoisse. Et Freud mentionne, voilà, que c'est une discussion, brève discussion, mais que ce dialogue, enfin pour lui, a apporté quand même à la jeune fille un amendement de ses symptômes. Je vais vous citer quelques passages des études sur l'hystérie au chapitre 1, qui a été écrit conjointement par Freud et Breuer. Je cite. Ça illustre vraiment la chose. À notre très grande surprise, nous découvrîmes en effet que chacun des symptômes hystériques disparaissait immédiatement et son retour quand on réussissait à mettre en pleine lumière le souvenir de l'incident déclenchant, à éveiller l'affect lié à ce dernier. Donc il y a ce matching, si on veut, entre l'idée, enfin la représentation et l'affect, qui permet une décharge. Et quand ensuite le malade décrivait ce qui lui était arrivé de façon fort détaillée et en donnant à son émotion une expression verbale. Plus loin dans ce même chapitre est abordée la réaction d'un sujet suite à un événement traumatique. Je cite. Dans les cas où cette réaction s'effectue à un degré suffisant, une grande partie de l'affect disparaît. Nous appelons ce fait d'observation journalière se soulager par les larmes ou décharger sa colère. Quand cette réaction se trouve entravée, l'affect reste attaché au souvenir. Un peu plus loin, là j'ai un peu coupé, la réaction du sujet qui subit quelques dommages n'a d'effet réellement cathartique que lorsqu'elle est vraiment adéquate, comme dans la vengeance. Mais l'être humain trouve dans le langage un équivalent de l'acte, c'est génial, grâce auquel l'affect peut être abréagi à peu près de la même façon. Dans d'autres cas, ce sont les paroles elles-mêmes qui constituent le réflexe adéquat. Par exemple, les plaintes, la révélation d'un secret pesant, donc la confession. Quand cette sorte de réaction par l'acte, la parole, et dans les cas les plus légers par les larmes, ne se produit pas, le souvenir de l'événement conserve toute sa valeur affective. Une dernière citation de ce même chapitre.
On comprend maintenant pour quelles raisons le procédé psychothérapeutique que nous venons de décrire agit efficacement. Il supprime les effets de la représentation qui n'avaient pas été primitivement abréagis en permettant à l'affect coincé de celle-ci, c'est très joli, de se déverser verbalement. Donc il y a l'idée chez l'hystérique que la représentation est refoulée, donc au niveau inconscient, et puis que l'affect va passer dans le corps avec ces phénomènes de paralysie et autres symptômes. Il amène cette représentation à se modifier par voie associative en l'attirant dans le conscient normal, sous hypnose légère, ou en la supprimant par la suggestion médicale, de la même façon que dans le somnambulisme, on supprime l'amnésie. Fin de citation. Donc voilà, la catharsis définit chez Freud l'abréaction de l'affect traumatique, un peu à l'image du spectateur qui assiste au drame du héros et qui est pris de crainte et de pitié et qui se voit purger de ses propres passions. Ça, c'est la poétique. Et puis, pour les personnes qui s'intéressent à la médecine hippocratique, enfin, on sent vraiment un peu, il y a certainement, j'imagine, des choses ont dû être écrites sur la théorie des humeurs et puis comment on purge, enfin, une théorie quand même des humeurs qui a une influence jusqu'à récemment. Enfin, une de mes patientes me disait qu'étant jeune, elle était hors d'Europe, mais elle avait subi une saignée, enfin, une purge, quelque chose. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, je trouve. Donc dans les deux cas, chez Freud et chez Aristote, une référence implicite est faite à un principe d'équilibre. La nomination de l'affect permet l'opération purgative, selon Freud. Une telle structure dialectique se retrouvera plus tard dans sa théorisation du rêve, donc il l'écrit en 1899, en 1900, il a été publié en 1900, donc l'interprétation des rêves. Donc le rêve, le but du rêve, ça permet un compromis entre conscient et inconscient, ça permet une réaction masquée du désir interdit. Donc il y a l'idée, il parle dans le rêve des phénomènes de condensation et de déplacement, enfin il y a même quelque chose, je ne sais plus s'il fait même allusion au théâtre dans l'interprétation des rêves. Il y a quelque chose qui est déplacé, ce qui fait que la censure, le moi pourra rien comprendre à tout ça, mais on va quand même réaliser, et puis ce désir inconscient qui est interdit, et puis finalement ça va permettre à la personne de dormir. Je le dis, ça introduit la suite, justement, là du principe de plaisir. Il renverse la chose. Soulignons que chez Aristote, cet état d'équilibre, de juste milieu, semble plutôt résider dans un processus d'identification, d'empathie, autrement dit dans une opération de type imaginaire. À cette première ébauche de l'appareil psychique succède dans l'œuvre de Freud, 20 ans plus tard, celle d'un au-delà. Je fais référence à au-delà du principe de plaisir. Et Freud, c'est un magnifique texte qui est absolument incroyable, où justement il essaye de rendre figurable sa théorie, qui est fort complexe. Il va utiliser, c'est un texte de 80 pages, mais qui est incroyable. Il utilise un peu le savoir embryologique de son époque, il fait des références aussi à des poètes de son époque. Enfin, il essaye d'appuyer, d'avancer dans sa théorie en prenant appui sur différents auteurs, poètes et scientifiques. Donc il dit au tout début que le principe de plaisir, donc juste définition, le principe de plaisir, c'est l'ensemble de l'activité psychique qui a pour but d'éviter le déplaisir et de procurer le plaisir. C'est-à-dire, le but c'est de réduire la quantité d'excitation. C'est ça, c'est pas de l'augmenter, c'est de la faire baisser. Et pour lui, donc le principe de plaisir, finalement, il ne domine pas l'appareil psychique, contrairement à ce qu'on pouvait entendre dans les interprétations des rêves. Il observe aussi qu'il y a trois contraintes, il nomme 3 contraintes de répétition, toujours au-delà du principe de plaisir. Il parle des cauchemars justement observés dans les névroses de guerre. C'est finalement vraiment l'antithèse de la finalité régulative du rêve. Donc finalement, le cauchemar empêche de dormir, et puis sans entrer trop dans le détail, il va parler d'une tentative de lier une énergie libre, enfin je passe ces détails.
Il y a 3 contraintes compulsion de répétition qu'il observe. Il y a les jeux d'enfants, c'est là où il parle du Forda, avec un enfant dont la maman part, et puis pour métaboliser, pour supporter ce départ, et ben, il va lancer sa bobine. C'est une observation que Freud a faite avec son petit-fils, et puis son petit-fils disait « oh », et donc en allemand ça fait « forte », et puis quand la bobine revenait, il disait « ah », donc « da » ou « forda », voilà, loin, aller-retour. Il y a une autre, il parle aussi de Freud de la compulsion de répétition observée chez ses patients. Donc la compulsion de répétition, c'est un processus incoercible et d'origine inconsciente qui amène le sujet à répéter des expériences anciennes et qui sont vraiment des expériences de déplaisir. Donc voilà, Freud révise donc son principe d'équilibre et conclut dans son au-delà du principe de plaisir que le principe de plaisir est au service de la pulsion de mort. Donc là, je vais super court, donc il faudra le lire. Voilà, je vais à l'essentiel. Que le principe de plaisir est au service de la pulsion de mort et que la pulsion de vie, elle, va tenter de freiner comme ça cette pulsion de mort qui avance inéluctablement. Donc une vision plutôt sombre. 10 ans plus tard, avec son malaise dans la culture, Freud confirme cette impossible homéostasie. Donc cet impossible état d'équilibre. La culture vise à amoindrir la souffrance humaine. Donc l'idée, c'est de dompter l'agressivité via des lois. Et puis ensuite, le surmoi du sujet, donc le gendarme, comme ça, interne, c'est une introjection de ces lois, pour dire simplement les choses. Mais en même temps, voilà, la culture vise à amoindrir la souffrance humaine, mais elle produit en même temps du malaise. Alors Freud cite la question de la culpabilité, la question de l'agressivité de la réprimande. Là, je le cite, c'est pas dans les textes. L'empêchement de la satisfaction érotique entraîne une certaine agressivité contre la personne qui empêche cette satisfaction, et il faut que cette agressivité soit à son tour réprimandée. Point. Et il cite comme autre malaise la névrose comme substitut de désir sexuel inassouvi. Donc voilà, le bonheur, contrairement à Aristote, ses auteurs, ne caractérise donc pas l'humain, pourrions-nous dire, mais ce serait plutôt le malaise, le malheur. Revenons à la visée de l'analyse selon Lacan et poursuivons sur cette opposition entre processus théâtraux chez Aristote et chez Brecht. Chez ce dernier, dans le petit organon pour le théâtre, il est question non pas de provoquer une identification du spectateur au personnage, Michel très bien développé, et donc il ne s'agit pas de provoquer une catharsis, mais de produire un effet de distanciation. Je vais vous citer un petit passage que je trouve magnifique. Une reproduction qui distancie est une reproduction qui, certes, fait reconnaître l'objet, mais qui le fait en même temps paraître étranger. Citation un peu plus loin. Pour que toutes ces choses données puissent lui apparaître comme autant de choses douteuses, il lui faudrait développer ce regard étranger avec lequel le grand Galilée observa un lustre qui s'était mis à osciller. Lui, ces oscillations l'étonnèrent, comme s'il ne se les était pas imaginées ainsi et ne pouvait se les expliquer, ce qui lui fit comprendre leur loi. C'est ce regard, aussi difficile que productif, que le théâtre doit provoquer par ses reproductions de la vie en commun des hommes. Il doit amener son public à s'étonner, ça c'est incroyable ce qu'il dit après, et cela se fait à l'aise d'une technique de distanciation du familier. Fin de citation. Il est clair que le discours de Brecht a une portée politique, dont Michel a un peu parlé, sur laquelle je ne vais pas du tout m'épancher, mais l'analogie avec ce qu'écrit Lacan à propos de la visée de l'analyse me semble assez frappante. Il est question dans les deux cas de vérité, de prise de conscience et non pas de bonheur et d'équilibre. Poussons un peu la chose plus avant. Surprendre le patient dans ses dires afin de lui faire voir la vérité de son désir, n'est-ce pas ce que l'on observe dans le travail clinique? Notre travail ne pourrait-il pas se définir comme une, je cite Brecht, technique de distanciation du familier? Ainsi donc, l'analyste va parfois produire de la surprise chez son patient
en l'interrogeant sur ce qui semble à ce dernier aller de soi dans sa vie. L'analyste pourra suspendre la séance abruptement sur un dire du patient afin de produire un effet de surprise ou afin de donner du poids à ce dire. Vraiment marquer le coup. C'est la question de la scansion. C'est pour ça que il n'y a pas dans les traitements d'orientation lacanienne, il n'y a pas une durée qui est définie, on prend la pendule et puis après 1 heure ou 3/4 d'heure c'est fini. Ça peut durer plus ou moins long. Je me rappelle d'ailleurs d'une séance, c'était à l'antenne clinique de Genève, où un analyste, d'habitude, on a quand même des obligations de formation et de suivre un programme, mais l'entretien avait duré 2 heures. C'était assez impressionnant, donc ça illustre un petit peu la chose. L'analyste, donc je poursuis, pourra suspendre la séance abruptement sur un dire du patient afin de produire un effet de surprise et afin de donner du poids à ce dire. Et ceci pour inciter le patient à s'interroger après la séance. Il y a donc là aussi recherche de vérité et non de bonheur. Revenons à cette question de la fin de l'analyse. Donc là, je fais référence à ce passage du séminaire de Lacan. La recherche d'un certain apaisement du patient me semble corrélative à cette finalité. L'excès d'angoisse, l'excès de passion chez tout patient, je dis la cagnerie là, excusez-moi, fait entrave à l'analyse de son symptôme. Et durant le processus analytique, il n'est pas rare d'entendre un patient témoigner de son soulagement, à venir parler de ses préoccupations et à vivre ses émotions en séance, à se purger, dirions-nous, d'un non trop qui le fait souffrir. Alors c'est assez marrant. Enfin, dernièrement, j'ai plusieurs de mes patients qui m'ont dit, par exemple, voilà, je vide mon sac. Un adolescent me disait que parler lui enlevait un poids, et puis pas plus tard que ce matin, un jeune adulte me disait, alors je sais pas si la poétique d'Aristote, tous ces textes m'ont taraudé tous ces jours, mais il m'a dit comme ça, je le cite, je trouvais incroyable, je me suis dit, je le sors. Ici, je purge ce que j'ai en moi. Voilà. Donc la catharsis est à l'œuvre. Néanmoins, le symptôme se répète, et cette homéostasie n'est que temporaire. Donc, pour conclure, finissons simplement, la scène analytique serait donc, pour moi, un théâtre à la fois aristotélicien et brechtien. Au cours du processus, les deux auteurs sont actifs, mais le dénouement de la pièce est mis en scène par Brecht seul. Théâtre et psychanalyse revêtent donc, pour le moins, des structures dialectiques proches. Voilà, merci de votre attention. Je mon privilège. Moi, j'ai toujours cette interrogation, évidemment. La profession, entre guillemets, de philosophe nous pousse toujours à, évidemment, tiquer, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire comme geste, on parle de la vérité, évidemment, c'est censé être notre tasse de thé, notre affaire, notre grande affaire, la vérité. C'est assez frappant, évidemment, chez Lacan, qui est vendu à la philosophie depuis longtemps, bien sûr. Cette idée qu'on devrait trouver la vérité de notre désir. Et que la surprise, tu l'as dit comme ça, je crois, je ne sais pas toi, c'était la citation de Lacan, devrait pousser le patient, en l'occurrence, à s'interroger sur son désir, et donc à le voir en vérité, à être averti sur son désir. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer autre chose? Je vois tout de suite, moi, un blocage là-dedans, parce que quand philosophe, je me méfie de la vérité. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de l'ordre d'un blocage de vouloir saisir la chose en vérité? Est-ce qu'on ne peut pas penser autrement? C'est-à-dire non pas s'interroger sur son désir pour essayer de le voir en vérité, mais plutôt quelque chose qui obligerait, parce que c'est bloqué, parce qu'il y a eu quelque chose qui m'a surpris, à bouger différemment, à danser différemment, et non pas tellement à me voir, parce que tu vois ce que j'essaie de dire, à bégayer. Enfin, avoir le droit de bégayer dans ses gestes, plutôt que de chercher une vérité sur soi, qui serait de nouveau une manière de vouloir fixer les choses. Je sais ce qu'il voulait. Je suis là. Bon, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre. Si jamais d'autres collègues, n'hésitez pas à intervenir. Bon, mais il y a l'idée quand même de... Enfin, moi, il me semble, en tout cas dans la pratique, j'essaie de
comprendre un petit peu avec le patient en fonction de ce qu'il m'apporte. Les séances sont assez ouvertes. Hein, je veux dire, il n'y a pas un canevas précis où on le met dans un cadre, où c'est prévu d'organiser les choses de telle sorte, comme décrit Aristote, pour répondre un petit peu à ce que tu disais, de créer une surprise. Il y a quelque chose aussi d'une spontanéité, hein, je veux dire. D'autant plus avec les enfants, où voilà, enfin, des fois je me retrouve à quatre pattes à jouer aux voitures, enfin, non, mais pour être très concret, je veux dire, il y a quelque chose des fois de surprenant qui survient. Mais dans mon travail, avec leur vérité, c'est ça. Mais c'est-à-dire, c'est déjà de repérer un petit peu en fonction, déjà, bon, en tout cas en pédopsychiatrie, on va rencontrer aussi les parents qui vont donner du matériel clinique, des informations importantes sur un regard qu'ils peuvent porter sur l'enfant. Est-ce que l'enfant en dit, ce qu'il produit dans les jeux, ou ce qu'il produit dans les dires, ou dans des lapsus. Et puis à partir de là, d'un certain nombre d'éléments, tu fais un petit peu une hypothèse qu'il y a quelque chose, enfin tu observes une répétition d'une certaine souffrance, une répétition de certains problèmes, et tu vas essayer de les interroger, donc tu vas essayer d'aller au plus près de la vérité du patient. Enfin, et bien sûr que si tu prends un autre analyse, peut-être qu'il prendra les choses sous un autre angle. C'est pas qu'il y ait une vérité inscrite dans le marbre, les choses peuvent changer. Mais il y a aussi ce qui est important à dire, c'est aussi que le patient va pouvoir dire des choses incroyables sur lui, puis tu le stoppes à un moment donné pour vraiment donner du poids, lester le truc et lui dire mais ça me paraît important. Donc tu interprètes, tu fais une lecture un peu de... Je trouve intéressant, je réfléchissais à tout ça voilà, pendant ton intervention, mais il y a un côté un peu, pour moi, un petit peu lecture de texte que tu fais. Il y a plusieurs interprétations qu'on peut faire, et je pense qu'il faut le prendre de cet angle-là, et pas d'une vérité écrite dans le marbre. À ce moment-là, tu fais ton maître, qui vient lester la vérité, pas le surplomb. Je sais pas si tu fais ton maître, tu proposes quelque chose. De toute façon, le patient, s'il n'est pas d'accord, hein, il t'envoie. Si tu fais le maître, souvent tu te fais balayer. Non, mais je te dis ça aussi par expérience. Je me rappelle quand tu es en formation médicale, tu commences en psychiatrie, et puis tu sens de savoir ce qui est bien, ce qui est juste. Puis les patients, ils ont vite fait t'envoyer bouler. Hein, donc, vaut mieux être un peu rond, mais voilà. Julien ? Oui, j'ai juste. Mais ça accompagne un peu la question de Michel. Parce que en entendant Michel, je me dis, bon, problème de vérité, mais en fait, problème de question de... Peut-être que le mot qui me vient le plus, c'est plutôt source. Source d'une crainte, source, etc. Et puis, de l'autre côté, gestion des formes. Et en travaillant le théâtre, on travaille, qu'on soit côté spectateur ou côté acteur aussi. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu engages un dialogue avec tes acteurs qui vont produire quelque chose, etc. Et c'est plus à les pousser à générer d'autres formes sur le même sentiment. Et que là, on appliquerait pas justement... Pas trouver la vérité, pas trouver la vérité, pas trouver la source. Parce que la source, de toute façon, on est pris dans ce flot de sentiments ou de ce qu'on appelle vraiment une situation. Donc on dirait plutôt repossibiliser, je disais plutôt voilà. Trouver la vérité. C'est là où je voulais justement repossibiliser, réappliquer la contingence et moi, le comédien, je le fais travailler, puis d'un coup, je le casse. Je l'arrête et il doit reprendre, changer. Alors, je ne sais pas comment toi, tu arrives à savoir si c'est vraiment une question de flux ou une question de source. C'est une question de catharsis ou une question, je ne sais plus comment tu avais intitulé catharsis. Sous distanciation. Distanciation. Flux ou source. Oui, il me semble qu'il y a un peu des deux, enfin, en tout cas. Enfin, je le vois surtout ces derniers temps, où j'ai des gens assez déprimés et c'était marrant, ce matin, j'avais l'impression d'être un peu dans les études sur l'hystérie in vivo. Enfin, c'était très, très bizarre. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une de mes patientes qui me parlait des phénomènes d'angoisse qu'elle traîne depuis des années, et puis quand elle se revoit dans le miroir, elle revit des événements vraiment traumatiques, assez très lourds, qu'elle a vécu en tant que jeune adulte. Et puis elle me disait qu'elle se sentait mieux
on en parle, c'était incroyable. Je me disais, mais c'est de la catharsis, génial, je vais lui offrir les études sur l'hystérie. Donc, il y a de ça, et puis, moi, je pense d'être conscient un peu de ce qui te taraude, on devient plus fort. Et c'est aussi le patient qui interprète aussi sur lui-même aussi. Je pense que c'est important de le dire. Il y a peut-être une question de temporalité, en fait. Ce serait le moment de prise de conscience, mêlé d'affect, de catharsis. Et puis, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Et vraiment, ça, je pense, ça nous échappe. Ce soit en tant que thérapeute ou en tant que prof, par exemple. C'est-à-dire comment ensuite il va produire d'autres gestes, puisqu'il est repossible. Ça ne suffit pas, parce que le risque, moi, je vois au théâtre, c'est, moi, j'adore revoir la répétition. Revoir faire. J'ai beau avoir une catharsis à un moment, qu'est-ce qui va faire que je ne vais pas reproduire le même geste? Je peux très bien me vider tout le temps, enfin je sais pas, c'est l'histoire de Mengele qui pleurait en écoutant du Brahms ou du Beethoven. Il peut le faire 15 000 fois tout en étant un peu salaud. Bon, c'est là qu'il faut s'interroger de pourquoi ça se répète, et puis d'amener le patient en disant mais c'est étonnant, ça se répète, vous m'avez déjà parlé de ça une fois, et puis il faut avoir bonne mémoire aussi pour se rappeler de ce qui a été dit, et puis de le repointer. On doit aussi faire un travail, je trouve, beaucoup d'élagage, où tout ce qui est dit, on doit vraiment, et puis chacun, je pense, le fait à sa manière. On peut voir les choses, on peut voir un objet sous plusieurs angles, hein. Mais on va prendre ce qu'on dit, des signifiants propres aux patients, des termes, des thématiques qui lui sont propres, et puis on va essayer de ramasser un peu tout ça pour arriver à un certain essentiel et de l'interroger là-dessus. Et c'est finalement le patient le travail se fait à deux, hein, je veux dire. Voilà. Mais je crois que Renato, vous aviez une question. Ou une remarque. Oui. Plutôt une remarque. Je pense que ça ira comme ça. Oui. Okay. Donc c'est sur la question de l'intelligence. C'est vrai que Freud est allé un peu vite dans cette question de l'intelligence. On a l'impression qu'il est presque plus subtil lorsqu'il parle de vérité que lorsqu'il parle d'intelligence, parce qu'il se méfie justement en termes de vérité. Peut-être aussi, en un siècle, l'idée d'intelligence a changé. Ça veut dire aujourd'hui, on considère l'intelligence comme une aptitude, ou plusieurs aptitudes à plusieurs choses différentes, tel point qu'on pourrait dire que l'intelligence du sportif, l'intelligence du philosophe sont différentes, ou l'intelligence de l'architecte, ou l'intelligence du sourd est différente de l'aveugle, et ainsi de suite. Alors, selon vous, quel serait, bon, on ne peut faire que des hypothèses, quel type d'intelligence Freud est en train de parler, qui ne serait pas, certaines personnes ne seraient pas aptes à l'analyse. Et l'autre question, c'est, est-ce que pour le théâtre, tous les types d'intelligence seraient aptes aussi à cet effet cathartique ou de distanciation ou autre? Bon, moi j'avais essayé de traduire déjà, de commenter tout de suite la citation en parlant de compétences. De compétence à se laisser prendre dans un jeu d'interrogation sur mon discours, de plaisir pris aux associations, d'intérêt pour soi, etc. Une espèce de type de compétence que visiblement, ce qu'il l'évoque juste après d'ailleurs, certaines personnes ne sont pas du tout envie, en quelque sorte, de rentrer là-dedans. Ce ne serait pas du tout, par exemple, une question de niveau culturel. Quelqu'un peut avoir un niveau culturel immense, enfin, on connaît bien ça, il y a des gens qui peuvent ergoter à une virgule près sur Kant dans la bonne édition pendant des heures. Et où en fait il n'y a pas du tout cette liberté, cette compétence, il n'y a aucune intelligence. Moi, je pense que quelqu'un aura reconnu au moins une personne dans cette salle. Donc plutôt une compétence de souplesse, à rentrer dans un jeu souple avec soi-même ou avec le langage. Donc d'envie. Mais ça, je pense qu'effectivement, on le retrouverait chez nos élèves. Ben non, mais voilà, on est possessif. Okay. On voit bien, c'est-à-dire pour certains, c'est pas du tout une question d'intelligence, au sens au contraire, ils peuvent être super bons dans certains trucs, c'est pas ça, c'est pas élitiste. Mais il n'y a pas de disponibilité à la transformation et au jeu, je sais pas comment je l'appelle ça, moi je traduirais ça comme ça. Et puis l'autre question, c'était justement... Par rapport au théâtre. Oui, alors par rapport au théâtre, ouais, on n'est pas loin, me semble-t-il. Qu'est-ce qui fait... Alors là, moi c'est l'autre question que j'ai essayé d'adresser à Marc-Antoine, c'est la pulsion de répétition. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que je vais aller au théâtre tous les dimanches, enfin tous les dimanches, non pas au théâtre le dimanche, c'est dire si j'y vais peu souvent, puis qu'on a du plaisir à répéter l'expérience de fascination pour les beaux textes, etc. Puis
Et on est dans la rengaine, mais au sens vraiment non productif du terme. Moi, il me semble que c'est ça l'obstacle. L'obstacle de l'art, c'est l'amateur d'art. Et celui qui est simplement dans une espèce de répétition sympathique de ses affects. Donc à ce moment-là, quand est-ce qu'on a la chance de présenter une œuvre, et comment on la présente aussi, parce qu'il faudrait voir l'intelligence de celui qui la présente, de telle manière à ce qu'elle soit, j'ai envie de dire, prime sautière. Oui, c'est-à-dire encore dans le sceau, à la Merleau-Ponty, dans le sceau de sa création, dans la fraîcheur du risque qu'elle prend en se présentant. Et donc que pour le spectateur, il y ait aussi un risque à venir voir une pièce. Et pas juste je vais à Vidi ou à Cléberléo, parce que c'est un bon metteur en scène, ça le connaît tous. Là, on serait dans quelque chose lors d'une répétition mortifère, pour le coup, il me semble. Je ne sais pas si ça répond, mais... Il y avait Maxime et puis Christophe. Plein de questions. Je ne sais pas si c'est une question, une suggestion, on va voir comment ça finit. J'ai bien aimé quand tu as parlé au début des questions d'attente. Parce que, et dans le texte, c'est doxa. Contre l'attente, c'est pas la peine doxa. Et après, j'étais un peu plus intrigué par le fait que tu ranges Aristote du côté de Freud. Enfin, je sais pas, j'étais un peu surpris parce que moi je l'aurais mis du côté de Brecht pour une raison très simple. C'est que ceux qui représentent les attentes, il y a quelqu'un qui représente les attentes, qui justement passe par la pitié vis-à-vis du personnage. Généralement, le pater au début, c'est le cœur. Et du coup, on n'est pas dans un modèle binaire d'identification à un personnage, mais il y a une identification à un spectateur, un représentant du public sur la scène. Et du coup, on a un modèle qui n'est pas simplement celui d'un face-à-face, mais que celui d'un regard par procuration sur quelque chose. Et je crois qu'au niveau de... Tu montres une opinion, tu montres un automatisme d'opinion en train d'être eu, et du coup, en train de passer à complètement autre chose, parce qu'en fait, justement, ce qui se passe sur scène déjoue les attentes. Mais à ce moment-là, c'est une distanciation au sens de Brecht. Alors, justement, mais on est une distanciation au sens de Brecht, mais en même temps, tu n'as pas cette idée que le nœud est montré. Pas forcément, parce que tu passes aussi, en même temps, tu rentres directement dans le regard du cœur. Donc, si tu as vu une identification forte au cœur, tu as un modèle qui est un peu plus mixte, en quelque sorte. Tu n'as pas forcément une distanciation par rapport à ce cœur. Ça dépendra des tragédies, il faudrait voir. Je vois les exemples qu'Aristote a en tête. Et ce qui impliquerait que tu as une monstration de certains affects, mais qui n'implique pas forcément qu'on les met en scène ou qu'on les indique comme s'il y avait d'autres affects possibles. Vraiment juste un passage surprenant d'affect à d'autres. Qui peut peut-être dans un second temps amener à réfléchir sur pourquoi on a ces réflexions de manière automatique, mais ça, c'est pas dans le texte d'Aristote, c'est tout. Alors, je ne sais pas ce que tu peux faire de ça, puis je ne sais pas ce qui sera un équivalent de cette ternarisation du modèle. Je ne sais pas dans la clinique, ça c'est ma compagne qui peut répondre, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le fameux L'éthique de la psychanalyse de Lacan, là, le séminaire, il s'intéresse beaucoup, quand il analyse Antigone, essentiellement à la position du cœur, effectivement. Il parle constamment de la représentation par le cœur des affects d'un public, mais qui n'en est pas un, en fait, athénien. Bon, parfois, il y a parfois que tu peux jouer, mais généralement c'est un public possible. Oui, donc c'est un effectivement possible et parfois il a raison, parfois il a tort. Mais ça c'est comment un dédoublement. Je ne sais pas s'il y a aussi de la pratique pédagogique avec chose à faire. Alors, je peux. Ça fait forcément une matière dans la pratique pédagogique. Je pense à ma cousine, Abilé, c'était longtemps, bref, qui est instite. Elle a une formation de clown. Oui, évidemment, c'est parfait. Elle a une marionnette. Donc, elle est tout petite. Elle a une marionnette, c'est-à-dire qu'il y a un tiers. Il y a les enfants, la prof, puis. Donc, c'est complètement instrumentalisé, donc, par rapport à ce que je disais, pour le coup. Il ne reste pas une liberté. Mais la marionnette, elle incarne les affects des enfants. Et notamment, il y avait une période où ils étaient embêtés avec des espèces de carnets. À la EVM, je pense que c'était l'époque des EVM, où ils en avaient marre de ce carnet. Pour eux, c'est une souffrance, mais ils ne pouvaient pas, pour le coup, l'évacuer. Ils ne pouvaient pas dire en face. Et une fois, elle a mis en scène, en arrivant un matin, la marionnette, elle portait un nom, évidemment, déchirant ce carnet, parce qu'on en avait marre, rageant, mais les élèves médusés, parce que c'est exactement ce qu'ils n'osaient pas faire, eux. Et donc là, il y avait bien un tiers. Évidemment, je pense qu'en pédagogie, il faudrait une marionnette. Il y en a une. Je sais pas, alors, juste poser la question, c'est juste possible de la reformuler.
Non, j'avais l'impression que dans l'élaboration, surtout celle que proposait Michel, on était dans l'identification qui était l'identification au personnage. Oui. On était uniquement sur cet axe-là. Oui. Et je voulais savoir si on ne pouvait pas penser à un modèle justement ternaire avec un public, un représentant du public et le personnage. Je ne sais pas s'il y a des équivalents. En clinique, tu vois. En clinique, je ne sais pas si. On peut penser à un ternaire. Parce que là, on pense au face-à-face entre l'analyse et l'analysé, mais est-ce qu'il y a des autres choses mais... Je ne pourrais pas répondre. Ouais, je sais pas. C'est une bonne question. Mais... Tobin-Nathan, Tobin-Nathan sur l'influence, qui essaye en ethnopsychiatrie de penser les pratiques de thérapie en passant par des coutumes, en guillemets, notamment il y a une coutume en Afrique du Nord qu'ils utilisent en espèce d'objet. Donc c'est du métal, du plomb, qu'on jette d'un coup dans un seau d'eau. Et puis il prend une forme. C'est ça qui est intéressant, c'est la cristallisation d'un seul coup avec surprise, ça fait pshhh en plus. Il y a un côté évidemment thaumaturge, hein. Mais ce qu'il n'arrête pas de dire, c'est que dans la relation thérapeutique, il y aura un tiers qui serait l'objet. Et repensant, lui, la pratique psychanalytique, il dit ça, on ne pense pas assez. Il faudrait aller chez Winnicott, évidemment, plutôt. Pour qu'il y ait un tiers, pas seulement moi, le patient, mais quelque chose en tiers qui serait l'objet. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais je parle de choses à trois. Mais ce qui peut arriver aussi dans des traitements avec des enfants, c'est que finalement, voilà, les enfants ne sont pas forcément conscients de ce qui leur arrive, ils n'ont pas forcément envie de venir, certains ça les barre, donc c'est très laborieux. Hein. Des fois, on ne tient pas grand-chose directement avec l'enfant. Et ce qui peut se passer, c'est que des entretiens ont lieu avec les parents, l'enfant joue ou dessine, et puis il y a quelque chose, je pense, qui se passe. Enfin, on essaie de comprendre, de s'interroger avec les parents sur le pourquoi de tel ou tel problème, et je pense que ça peut avoir un effet indirect, on est moins dans une confrontation, mais l'enfant capte un petit peu ce qui peut lui être utile, ou bien, enfin, est-ce que simplement le regard que les parents portent sur leur enfant change leur manière de faire et ils sont peut-être plus enveloppants, ou ils arrivent peut-être mieux à faire saisir à leur enfant le problème, peut-être, oui. Il y a le cas par rapport à cette histoire de tiers, dans le cas du petit Hans, où finalement c'est un peu... le petit Hans, c'est un enfant qui a une phobie des chevaux, et finalement Freud en parle avec le père, enfin, quelquefois. Ça, je ne sais pas si ça répond un petit peu à votre observation. Je crois qu'il y avait une question ici, et puis derrière. Non, ici. Non, mais je peux... Ah, mais commençons derrière. En fait, pour moi, c'était juste une question quand on regarde l'aspect ternaire. Ma question, c'est est-ce qu'on pourrait imaginer ça dans l'ordre de l'introduction de l'idéal du moi que Freud a introduit pour trouver un équilibre psychique, c'est-à-dire que l'idéal du moi deviendrait l'espace, c'est-à-dire la norme sociale pour trouver l'équilibre. Moi, c'est la notion que je me suis posée. Mais... C'est une remarque, c'était une remarque. C'était une question. Question A. Oh, est-ce que tu approuves? Non, c'est ça. Oh, mais... Renato, venez à mon aide. Je sais pas. Je suis navré, je sais pas. Cours d'inspiration. Effet de surprise. Il y a si jamais, Barthes reprend ça, idéal du moi idéal, par rapport à l'écriture, et puis dans le fait de construire quelque chose par rapport à ça, et des problèmes de tension, de possibilité d'écrire, des possibilités de faire du vivre, même si c'est carrément rien que de l'écriture, qui est en tension entre ces deux. Et puis alors là, c'est là que peut-être apparaît une possibilité de nostalgie, mais en même temps ça ne tient pas, sinon il n'y a pas d'écriture. Ça, c'est ce qu'on fait par-dessus. Donc, il me semble que la question qui est posée pourrait recevoir une bonne réponse dans les examens médicaux du malade imaginaire, à savoir saigner-purger. Et saigner-purger reste la réponse clé d'une examination complexe, qui est l'accession du malade à la santé,
et aussi au profit d'une certaine manière, puisqu'il va pouvoir s'auto-facturer ses soins. Et ce modèle en fait de guérison qui est proposé par la comédie, qui doit être pris évidemment avec le grain de sel nécessaire, on trouve bien l'opposition. Saigner, c'est la tragédie. La tragédie est de l'ordre du sacrifice, et le personnage est sacrifié pour le bénéfice des autres. C'est-à-dire que j'imagine une mini-tragédie d'Aristote à l'instant. Imaginez un multiculturaliste mitraillé sur une terrasse. Voilà, merci Michel de rigoler. Voilà, c'est une micro-tragédie d'Aristote. On voit un multiculturaliste, il est mitraillé sur une terrasse. C'est exactement la Tuquet qui va poser la question de savoir dans quelle mesure c'est lié à son désir. La statue de Métis que j'évoquais. Ah oui, c'est la statue de Métis. Et à ce moment-là, on trouve quelque chose qui est de l'ordre du saignement. Le cœur pourrait être constitué de secouristes, de pompiers, de policiers, enfin tout ça. Le cœur de la société viendrait au secours d'un personnage qui aurait été interrogé sur son désir par la contingence. Mais le problème, c'est que ça peut édifier que des tiers. Lui est en dehors de la vérité qu'il est. Et quand Antigone apparaît, de manière très surprenante, elle dit qu'elle a envie de se marier. Alors Goethe demandait qu'un philologue débarrasse le texte de cette incongrue expression du désir. Elle fait tout pour se faire tuer, et finalement elle vient dire que c'est quand même dommage de ne pas se marier, et qu'elle ne connaîtra pas les joies du mariage. Et personne ne comprend rien. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'il naît quelque chose qui n'a un rapport avec rien, et qui est sans doute la vérité d'Antigone. Et ce lien me semble déjà préparer l'autre position, c'est-à-dire la purge. Mais pour moi, la vérité analytique, telle que j'ai pu la vivre, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'un tiers. C'est une relation duale avec l'analyste. Et au fond, à un moment donné, la vérité apparaît, on la rencontre, et elle n'est pas là pour purger un tiers. Elle est extrêmement directe. Et la purgation telle qu'elle est mise en scène par le théâtre, elle suppose le spectateur, alors que l'analyse, pour moi, elle ne le suppose pas. Elle reste intime. Et le désir averti, il est secret. Personne ne saura jamais ce qu'on a appris dans l'analyse, peut-être l'analyse même pas d'ailleurs en partie. Sauf si on fait la passe et qu'on a... Oui, mais je ne parle pas d'une analyse didactique, je parle vraiment de quelque chose qui serait, au fond, lié à l'esprit de l'escalier. C'est peut-être en redescendant que l'après-coup de la séance analytique me fait voir la vérité de mon désir dans toute son ampleur, et je ne suis pas même sûr que je vais en faire part à l'analyste dans ce que j'en ai vu, ou de manière partielle. Donc on se trouve devant un dispositif qui est quand même terriblement plus efficace que la tragédie. Aussi parce que d'une certaine manière, il est asocial. Moi j'aimerais répondre, mais toujours Non, mais c'était un commentaire. Pas de... Non, je ne vois pas où tu vois l'efficacité. Au contraire, je trouve l'intimité là comme un déficit. Au contraire, l'ouverture sociale via le cœur, notamment, de la tragédie, posant la question politique de manière beaucoup plus directe. Dans la version tragique reprise par Aristote, évidemment, on n'a pas peu d'informations sur comment se passait réellement une tragédie à l'époque, mais en tout cas, la lecture qu'en fait Aristote, On serait étonné. On serait sans doute très étonné. Mais c'est justement cette dimension d'ouverture contre le mythe, pour faire court, trop occidental, d'une intimité de la vérité avec elle-même, tout notre vieux discours philosophique. Là, le dialogue de l'âme avec elle-même. Oui, cette question de la différence pratiquement d'efficacité entre la tragédie et l'analyse, par exemple, elle est intéressante dans le sens où est-ce qu'il y aurait des spécificités différentes en termes d'efficacité. Par exemple, dans quelle mesure la tragédie, elle touche le collectif et par quels moyens, n'est-ce pas ? Si on prend des passions, les passions elles peuvent être collectives ou individuelles, selon l'événement aussi. Si on prend le terrorisme, justement, là c'est incroyable comme
ça peut toucher tout le monde qui est dans un certain périmètre de l'endroit touché, que ce soit aussi les épidémies ou même le changement climatique. Il y a des choses qui... Mais il y a un autre biais qui peut toucher aussi l'universel, qui est à travers l'individu, comme par exemple Shakespeare lorsqu'il entre avec les questions soit de jalousie ou de ce n'est pas un événement collectif, mais c'est un événement qui peut toucher à tout le monde. Alors c'est là que la question de l'idéal aussi, il entre par rapport au théâtre. Quelle est la position de l'idéal dans le théâtre? L'idéal, on peut, en tout cas en analyse, dans un premier moment, il peut donner l'impression d'être contraire aux passions, c'est quelque chose un peu qui... Et puis ensuite, dans un deuxième moment, les passions utilisent l'idéal et ça devient presque la pire des choses, la pire des passions, l'idéal. Qu'est-ce qu'il en est dans notre tragédie? Il y a peut-être pour rebondir, bon, je ne veux pas dire le contraire, faut que je trouve l'idéal de l'analyse, je ne veux pas dire le contraire, mais après ça dépend de chacun. Il y a des personnes pour qui c'est la pire des choses, enfin, ça nécessite vraiment... C'est très simple comme enveloppe je fais, mais de l'implication du sujet qui veut venir. Et, voilà, il y a certaines personnes qui préfèrent une purge, ou je ne sais pas, faire un traitement comportementaliste ou autre. Enfin, je crois pas. Chacun a son droit, je crois que. Mais en tout cas, c'est passionnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ah oui. Pour revenir à la différence effectivement entre le théâtre et l'analyse, entre le pouvoir cathartique de la tragédie ou le pouvoir cathartique de l'analyse. Alors, pour moi, dans l'analyse, le sujet libère sa parole, il s'exprime plus que le spectateur ne le ferait au théâtre. Donc le mouvement, effectivement, il est différent. Effectivement, on va projeter des choses, mais ça passe pas par le corps, j'ai l'impression. Mais en jouant au théâtre, effectivement, on peut se poser la question. J'ai joué dans du Brecht récemment, et en tant que comédien, on se pose souvent la question pourquoi je joue. Et là, il y a un pouvoir cathartique, surtout à jouer du Brecht. Mais est-ce que je joue pour me soigner ou pas? Mais là, effectivement, et puis qu'est-ce que je veux apporter au spectateur? Comment le dialogue s'engage avec le spectateur? C'est quelque chose qui me perturbe. Mais alors, il y a quand même, dans le public, il y a des gens, on espère, du moins, qui pleurent. Bien sûr. Non, le corps, il est quand même en branle, tout à fait. Il est quand même touché, affecté. C'est justement cette question pitié et crainte. Elle est là. Hein. Il y a aussi les larmes ou les paroles, mais les paroles, les paroles, puis après on cause, on est là, oh t'as vu, ouais, non, ça m'a énervé, voilà. Ah, mais je déteste cet Ostermayer, il fait toujours la même chose. Ah, n'importe, j'ai dit n'importe quoi, j'étais pas. Donc il y a quand même quelque chose. De la même manière, me semble-t-il, mais j'ai fait qu'un bout de psychanalyse, hein. Il y a des gens qui épuisent les psychanalyses comme s'ils allaient au théâtre, non? Genre, ouais, mais cette supériorité, hein, c'est une catégorie spécifique, j'imagine, de patients qui se sentent supérieurs face à leur analyste, et puis qui sont là, oh, je l'ai eu celui-là, puis après j'en fais un autre, ouais, mais machin. C'est bon ça, le théâtre. Bon, ça oui, moi j'ai souvent entendu ça, en tout cas. C'est-à-dire quelque chose qui a trait à la pulsion de répétition, et quelque chose de l'ordre d'une fascination qui fait qu'on ne sort pas, justement. C'est-à-dire que, comme on disait avec Julien tout à l'heure, qui ne nous fait pas danser différemment. C'est-à-dire on n'invente pas de nouveaux pas de danse. On est pris toujours dans les mêmes choses dont on jouit. Et peut-être, moi, c'est l'hypothèse que je ferais, c'est que pour danser différemment, il faut arrêter de vouloir jouir. Voilà. Et qui serait le spectateur et l'acteur en analyse? Oui, c'est ça. Et justement, dans quelle mesure aussi la catharse en analyse ne serait pas justement, c'est l'acteur qui bénéficie de la catharse plus que le spectateur?
Oui, il y a aussi, dans ce que tu dis, à part ça, il y a un problème de dispositif. Le théâtre élisabétain, il n'est pas fait pour être dans une salle comme Vidi. Le théâtre de Molière, il est un public qui est sur scène, quand il est joué. Et ça change, c'est des perspectives que nous, on n'a pas. Parce que quand dans Les Fâcheux, Erasme débarque et puis mime un homme qui entre justement dans un théâtre, qui vient se mettre au milieu du public avec une grande chaise, et puis tu as les barons qui ont payé leur place bien cher, puis qui vient, il en prend une. Mais à côté, là, là, on a le tiers, là, on a d'autres spécificités. Tout comme que voilà, il y a le chœur dans le théâtre antique, mais la formation des balcons et la formation d'un public, par exemple, de femmes au XVIIe siècle, là, on a des formations publiques, par exemple. Ça, c'est extrêmement dur, mais c'est une des grandes réussites du XVIIe. Il y a un nouveau tiers qu'on peut rajouter. Donc, c'est juste ce que tu dis par rapport au fait qu'on est posé dans nos sièges, mais il faut regarder où Bonsoir, merci pour de magnifiques présentations. Je n'ai pas trop d'habileté rhétorique ce soir, donc je vais essayer d'être claire. Alors, ma question porte sur la catharsis dans l'analyse psychanalytique et je voulais savoir dans quelle mesure la crainte et la pitié ont quelque chose à voir avec l'étonnement et l'enthousiasme. Alors, je m'explique. Si on doit revenir sur les deux textes d'Aristote, soit le deuxième et le quatrième, que Michel Vanni nous a cités, donc qui se trouve sur la première page du document, dans les deux cas, la crainte et la pitié sont des procédés qui sont préliminaires ou d'où découle par la suite la catharsis ou la purification. Dans les deux textes, plutôt dans le premier, on parle d'étonnement, qui est produit par les événements, étonnement qui, à son tour, produit la crainte et la pitié, qui ont par conséquent comme effet la catharsis. Alors, étymologiquement parlant, l'étonnement, c'était être frappé par le tonnerre, et le tonnerre, c'était l'attribut de Zeus. Alors, même si Michel Vanni ne voulait pas parler théologie... Ce que j'ai dit explicitement, que je refusais la théologie. Voilà, je suis quelque part tentée par ce contexte grec et mythologique de revenir au tonnerre de Zeus et à la foudre de Zeus comme acte de punition. Alors la crainte et la pitié seraient-ils pour les Grecs ou les spectateurs de l'époque antique produites par l'affrontement avec cette figure d'autorité et par le biais donc de ce célèbre étonnement qui de nos jours a tout à fait une autre signification. De la même manière, le texte numéro 4, donc on voit qu'il est question de pitié et de crainte comme procédés qui, de nouveau, vont produire la catharsis, mais on parle ici de crainte, pitié ou encore enthousiasme. Il est bien clair que dans ce quatrième texte, il n'est pas question d'une pièce de théâtre qui imite l'action humaine, il est plutôt question d'une musique qui est utilisée à but, comment dire, religieux ou autre. Et le mot enthousiasme, étymologiquement parlant, veut signifier porter Dieu ou être porté par les dieux. Alors, on tombe dans un cercle de concepts où on a la crainte et la pitié qui produisent la catharsis, mais on a également l'étonnement comme manière d'être frappé par la foudre de Zeus, ou alors être porté par un dieu, mais dans le sens tout à fait contraire, c'est-à-dire dans le sens d'un extase. Alors, après avoir parcouru, enfin, c'est l'acception que j'ai en tout cas d'Aristote et de la catharsis, alors la question que je me pose, dans le contexte psychanalytique, étant donné qu'on a cette distance historique et culturelle, qu'on a affaire à d'autres valeurs, on n'est pas dans un contexte religieux, est-ce que la crainte et la pitié dans la psychanalyse
ou dans le rôle de la parole que vous aviez évoqué tout à l'heure chez vos patients qui se sont purifiés, que fait-il ou qui fait office de crainte, de pitié, d'étonnement ou d'enthousiasme? Parce qu'on peut parler d'un événement traumatisant plusieurs fois à ses voisins, à ses copains, à tout le monde, même aux psychiatres ou psychologues, mais que fait-il qu'il y a un coup de tonnerre ou quelque chose qui nous réveille, qui produit cette distanciation dont vous aviez parlé peut-être, qui fait qu'on est guéri? Voilà, je ne sais pas, ma question est oui, c'est très intéressant. Bon, être guéri, ça c'est Freud qui le dit dans ses textes, mais est-ce qu'on guérit de la vie? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on a tous les symptômes, je pense déjà. Mais c'est vrai, oui, il y a déjà cette double acception du mot catharsis, ou l'aspect religieux, et puis toute la question de l'orphisme, et l'aspect médical. Freud, on parle plus sur le champ général médical. Alors, ce qui se passe, enfin, c'est Freud qui le dit, enfin, qu'il y a une décharge, il y a l'idée dans la question de l'hystérie, pour l'hystérique, il y a un événement traumatique qui ne va pas, c'est dans les passages que je citais, mais qui ne va pas pouvoir être verbalisé, abréagi, et on voit dans le cas de Katharina, il y a un premier épisode de séduction par son père, il ne développe pas de symptômes. Puis ensuite, il y a un deuxième événement qui surgit devant elle, où elle voit sa cousine dans le lit en train de forniquer avec le père. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle va déployer des symptômes d'angoisse, des malaises physiques. Donc on pourrait dire que la représentation d'une certaine compréhension qu'il y a quelque chose de sexuel, ça a été refoulé chez elle. Et puis, il y a quelque chose de l'affect, de l'angoisse qui passe dans le corps avec des phénomènes de corps. Et puis, ce que va faire Freud, c'est de matcher les deux. Vraiment, la patiente va parler de ses symptômes, va prendre conscience qu'elle a développé ce genre de symptômes suite à... C'est un peu théorique comme je te dis, mais elle va prendre conscience de la chose, et puis il y aura un phénomène de catharsis, qui est un peu une décharge plus pulsionnelle. Son corps est hyper excitable, elle est angoissée, et le fait de matcher les deux, ça va faire chuter les choses, et la catharsis, ça sera cette décharge pulsionnelle, cette appréhension. C'est comme ça que je le comprends. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, il manque le religieux là-dedans. J'ai bien mentionné qu'il y avait une distance avec ça. Mais là, moi je sens un truc, je sais pas ce que mais c'est le côté que j'appelais fataliste chez Freud, l'homme du XXe siècle, quoi. Sans plus aucun lien direct à l'enthousiasme, à la possession. On ne peut que aboutir comme au désir averti, je trouve que c'est ça aussi, là, une espèce de... Comment est-ce qu'il faut dire? Contemplation morne de la vérité, comme finitude, impossibilité, etc. C'est-à-dire coupure, précisément par rapport à toute forme d'enthousiasme. Moi, alors justement, il me semble que là, effectivement, peut-être contre Aristote, pour le coup, alors, Freud et Lacan vont dans le sens d'un effacement de cette dimension, oui, sans doute. Alors que, par exemple, chez un Toby Nathan, dans l'ethno, évidemment, lui, il aura plutôt tendance à réactiver. C'est les jeans, etc. Quoi. Évidemment. Et que l'expérience de la catharsis nous met en lien avec quelque chose qui est de l'ordre des lumineux. J'aimerais pas arriver à Jung, parce que m'énerve. Mais moi, c'est ce qui m'a frappé à la première lecture de la poétique. C'est bien cette dimension-là. C'est le traitement de mes problèmes vient du fait que je suis plus justement tout seul avec mes problèmes dans l'intimité moderne du sujet beckettien, quoi, qui est tout seul avec lui finalement, que je m'appelle Estragon. C'est un peu ressassante, quoi. Et tout à coup, on vient me dire, mais il y a des esprits, il y a des djinns, il y a Zeus, puis ça me fait du bien. Et ça, nous autres modernes, m'écrivains, ne peuvent plus comprendre ça, sans doute. Ça me fait du bien et ça me libère qu'on me dise que c'est les djinns, ou que c'est Dieu, ou que c'est Zeus. Et que ça m'enthousiasme même. Oui, moi je pense que l'enthousiasme est du côté de la tragédie. Paradoxalement, le mot catharsis c'est bizarre parce qu'il n'y en a pas, il n'y a que Aristote qui l'emploie.
Catharos, cathare, tout ça c'est partout. Mais catharsis, c'est quelque chose de très spécial parce que, en fait, c'est un mot formé par Aristote et pour ses propres besoins. Moi, je rappelle quand même que la purge, il sort de la merde. La saignée, il sort du sang, c'est noble et tragique, mais la purge, il sort de la merde. Et c'est quand même une dimension assez fondamentale de ce dont il est question dans la catharsis. Et dans ce sens-là, moi je dirais que, alors, peut-être que l'étonnement devant la vérité du désir est bien l'étonnement. C'est-à-dire qu'on est en face, on ressent un coup de tonnerre de découvrir son désir. Pour moi, c'est l'expérience analytique. Alors, elle ne se partage pas, encore une fois, peut-être même pas avec l'analyste, mais c'est bien un coup de tonnerre. Et dans ce sens-là... la solitude du sujet moderne. Ah, mais c'est la solitude par excellence, l'analyse. Oui, mais il y a peut-être mais je crois qu'il y avait deux questions au fond. Juste une petite chose par rapport aussi à l'enthousiasme. On pourrait même, je badine, mais pourquoi pas parler de la catharsis de l'analyste et de l'enthousiasme, prendre le patient finalement après des semaines laborieuses à rien comprendre, à un moment donné, il dit un truc incroyable qui éclaire tout le reste, et puis on va s'arrêter là, monsieur, c'est incroyable ce que vous avez dit. Donc l'enthousiasme... tout à l'heure, quand tu citais ton patient, je me suis dit que tu étais super enthousiaste de nous raconter ça. Mais oui. Je fais juste une remarque philologique, parce que j'étais parti sur cette compte-là. C'est vrai qu'on n'est pas sûr du sens dans lequel Aristote emploie le terme. Et c'est finalement assez surprenant, ce serait de point part assez surprenant qu'il l'emploie dans le même sens que dans la politique. Parce que tu peux aussi lire, c'est ce que je te suggérais hier, Michel, parce que c'est pas ma lecture, c'est la lecture de Martin Steinrück, mais qu'on peut le lire avec comme composé sur le même racine que harmonia. Et du coup, katharsis, ce serait quelque chose comme un adjointement. Le fait qu'on joint deux choses. Et du coup, le diaphobu kai eleu perainusa ten katharsis, chose comme ça, c'est de mémoire, ça voudrait dire qu'en passant à travers, d'un côté, la pitié, ensuite, là où peu importe l'ordre, et la terreur, on passe par ces émotions. Ces émotions-là sont représentées, et à un moment donné, ça tourne. Et catharsis voudrait peut-être juste dire ce moment où ça tourne. Tout d'un coup, les rapports de pouvoir s'inversent dans l'histoire, et celui qui était puissant au départ, tout d'un coup, commence à se fissurer. Ça pourrait être le défi. Et en ce sens-là, ça n'aurait rien à voir avec les effets du spectacle sur le spectateur, mais ce serait uniquement au niveau de ce qui est représenté, à créer une dynamique en rapport entre certains événements, ce qui serait plus cohérent avec la tonalité générale du passage. Simplement. Oui, mais ce qui irait dans le sens où j'essayais de dire que ce qui est frappant à ce moment-là pour le spectateur, c'est pas je me purge de mes bidules, bien sûr que non. C'est j'admire la beauté de cet adjointement. Ça va un peu dans le sens de ce que tu dis. Et ce ne serait pas le sens qu'il y avait dans le passage que tu cites de la politique. Oui, parce qu'il est aussi employé à peine plus tard chez des médecins, chez Épicure aussi, il sera employé dans ce sens purgatif. Mais c'est vrai que chez Aristote, on ne sait pas bien. Encore Yves, je crois, ou non? Oui, j'avais une question un peu dans le même sens ici sur la catharsis. Tu as parlé de retournement de la tragédie. Et puis ici, je ne sais pas, on pourrait parler aussi d'émoulement, bien même de déblocage. Et puis je me posais des questions sur le rapport entre la catharsis et la folie. Parce que dans la citation que tu donnes ici sur la catharsis, après avoir eu recours à ces échelons qui mettent l'âme hors d'elle-même, hors d'elle-même, ce serait une espèce de folie. Et si je me demande si la catharsis, ce ne serait pas la menace de l'élan de folie qu'on voit tout à coup. Et puis, quel est le rapport entre ce retournement, ce déblocage, et puis le fait qu'on est mis tout à coup face à notre folie, quoi. Est-ce que la catharsis, ce ne serait pas aussi ça? Moi, j'ai envie de répondre assez rapidement. Peut-être que ce qui nous contraint à la répétition, ce qui nous bloque donc dans certains schémas, c'est la crainte de la folie. Pour faire le lien qui est projeté, Freud. Bien sûr. C'est-à-dire, alors là, on aurait une règle de Deleuze, un co, mais de le devenir sauvage ou de le devenir fou, menaçant le sujet intrinsèquement. Et donc condamné, en somme, à la névrose, justement pour éviter à tout prix l'enthousiasme fou de la perte, de la répétition.
aussi le divin comme folie. Oui, donc on a besoin de processus, de rituels pour apprivoiser cette chose. Mais du coup, la folie, c'est politique, parce que ça peut être une folie collective comme personnelle. D'où l'importance de la mise en scène au théâtre. Et qu'est-ce que vous appelez folie exactement? La folie, non, mais là je reprends le texte tel qu'il est dit, jette l'âme hors d'elle-même, c'est-à-dire l'aliénation. C'est-à-dire le fait que je puisse être vulnérable, que je puisse perdre la maîtrise. Et c'est justement la catharsis va montrer de la tragédie que c'est toute la cité qui perd le contrôle. Ça peut être moi qui perds le contrôle, et cette peur de perdre le contrôle, c'est ça qui va me jeter mon âme hors de moi, me faire pleurer, ou je sais pas, avoir ce type de conséquences. Bon, on va s'arrêter là, je crois, gentiment, parce qu'on a besoin de boire. Alors, je vous rappelle deux choses. Au-delà de cette porte rouge, encore pendant 5-6 minutes, il faut, même si vous allez fumer, sans parler, en fait, parce qu'ils sont en train de finir. Et un acteur n'aime pas du tout qu'on gâche son effet. La deuxième chose, c'est que j'aimerais rapidement faire de la publicité pour la saison régulière, entre guillemets, du groupe vaudois de philosophie, dont la prochaine séance est, si je ne dis pas de bêtises, mais mon président me corrigera, le 16 mars, donc dans un peu moins de 2 semaines. Et cette séance, donc le 16 c'est un mercredi, 20h30, on a un site, tapez philovo.ch. Toute la saison est consacrée au rapport entre la philosophie et la fiction. On a eu plusieurs séances déjà, mais chaque séance est autonome. Et là, on parlera spécifiquement de la question du design. Design comme mise en forme imaginaire. Comment est-ce qu'on peut penser ces questions d'imaginaire dans le design par rapport à tout ça. Voilà. On vous attend volontiers le 16 mars. Merci.